La technologie est devenue si avancée que tout le monde a des implants d'intelligence artificielle dans la tête qui facilitent la vie quotidienne, mais malheureusement, cela signifie aussi qu'elle peut être monétisée. Donc Eshika doit faire face à des dizaines de publicités dès qu'elle entre dans un centre commercial. Les publicités disparaissent et Eshika peut continuer sa journée. Elle est là pour aider sa collègue à choisir des bijoux. Alors elle a également emmené son assistant Android, Harold. Harold dispose de tous les logiciels les plus récents, ce qui est vraiment utile lorsqu'il s'agit de choisir des bijoux. Biga tombe éperdument amoureuse de lui après quelques minutes. La fille décide d'acheter un pendentif parce qu'Harold a dit qu'il lui irait bien, et la journée de shopping se termine. Ils accompagnent la fille à la gare et elle dit qu'elle s'est beaucoup amusée aujourd'hui, surtout avec Harold, et qu'elle aimerait passer plus de temps avec lui. Cependant, Harold ne se sent pas à l'aise dans cette situation, alors il lui serre la main bizarrement. La fille remercie Eshika pour son aide et elle s'excuse pour toutes les choses horribles qu'elle a dites à son sujet dans le chat de groupe, mais Eshika ne sait pas comment répondre, alors elle fait semblant de ne pas avoir entendu, et la fille s'en va. Harold demande à Eshika pourquoi elle n'a pas choisi un pendentif pour elle aussi pendant qu'ils étaient dans la bijouterie. Eshika dit qu'elle ne veut pas en acheter un nouveau parce que cela lui rappellerait sa sœur et qu'elle préfère éviter. Harold est choqué qu'Eshika soit si honnête avec lui, car d'habitude, elle l'ignore. Il lui faut un moment pour comprendre ce qui vient de se passer, mais il pense que c'est un changement de rythme par rapport au comportement habituel de la jeune fille. Soudain, un détective s'approche d'eux et lui dit qu'il est là pour poser quelques questions à Harold. Harold est conduit dans une salle d'interrogatoire où il est informé qu'il est soupçonné d'agression, mais il sait qu'il n'a rien fait, alors il répond honnêtement aux questions du détective. Cependant, l'inspecteur Brown est déterminé à obtenir des aveux de Harold, alors il quitte la pièce pour parler à son partenaire. Eshika est présente parce qu'elle veut assister à l'interrogatoire de Harold et ne comprend pas pourquoi ils le retiennent ici sans preuve. Ils ont déjà vérifié les fichiers de mémoire d'Harold et il n'y a aucune trace de lui agressant quelqu'un, donc ils n'ont pas le droit de continuer à l'interroger. Mais Brown dit que ces fichiers de mémoire pourraient avoir été modifiés, donc il est toujours possible qu'il ait commis le crime. Les victimes ont également clairement indiqué avoir été attaquées par un androïde, mais Eshika affirme que cela ne signifie pas que Harold est le coupable. De plus, des programmes sont installés dans le système d'Harold qui lui interdisent catégoriquement de causer des dommages à un être humain, mais l'inspecteur Brown évoque une ancienne affaire d'un androïde nommé Steven qui a perdu le contrôle et a attaqué un être humain. Au début de cette année, il existe 3 versions des androïdes Steven, Harold et Marvin. Steven est actuellement retenu dans une capsule d'analyse et Marvin a tout simplement disparu, il est donc très probable qu'il soit endommagé. L'inspecteur Brown est convaincu que le coupable doit être Harold, et comme Steven a attaqué un être humain, cela signifie que Harold devrait également être capable de faire de même, puisqu'ils sont fabriqués à partir du même programme de base. Eshika rappelle à l'inspecteur Brown qu'Harold travaille avec elle au sein du département des enquêtes sur les crimes informatiques, mais il dit que cela n'a pas d'importance, car il a déjà reçu l'autorisation d'enquêter sur Harold. Eshika demande à faire une exploration cérébrale dans la tête de la victime pour pouvoir prouver l'innocence de Harold, mais Harold est son partenaire, donc Brown dit que ce serait un conflit d'intérêts s'il le lui permettait. Eshika est donc obligée de quitter la salle d'interrogatoire sans Harold. Elle rencontre sa collègue Daria. Elle a déjà entendu parler de ce qui s'est passé avec Harold, mais Eshika est sûre que les accusations sont fausses, car Harold ne ferait jamais une telle chose. Daria craint qu'Harold ne soit éliminé pour cela, mais Eshika jure qu'elle ne le permettra pas. Plus tard dans la soirée, Eshika retourne dans la salle d'interrogatoire et Harold semble aller bien, mais sa situation ne s'est pas beaucoup améliorée. Il lui dit que Brown va le transférer en prison et que le détective continue de ne pas croire qu'Harold est innocent. Eshika lui dit que Daria s'inquiète pour lui, alors elle va rester dans un hôtel à proximité jusqu'à ce que toute cette affaire soit résolue. Eshika dit qu'elle peut demander au chef du département de la cybercriminalité de l'aider, mais Harold lui dit qu'elle ne doit pas s'inquiéter autant pour lui. La jeune fille se rend compte qu'Harold est étrangement calme pour quelqu'un qui est sur le point d'être envoyé en prison. Elle dit qu'il est possible que le coupable soit Marvin, puisqu'il est toujours porté disparu, ou que ce soit quelqu'un qui se fait passer pour un androïde, mais elle se rend compte que ce serait impossible pour quelqu'un d'y parvenir. À ce moment précis, Eshika reçoit un appel du détective Brown qui lui demande où elle se trouve. Elle lui dit qu'elle est dans la salle d'interrogatoire avec Harold, et quand Brown arrive là-bas, il lui demande si Harold était là pendant tout le temps où il était parti. Eshika le confirme, et Harold désigne le stagiaire sous-payé qui l'a surveillé ces dernières heures.
Le détective se rend compte qu'il a commis une terrible erreur, car pendant qu'il essayait d'obtenir des aveux de Harold, le véritable coupable a attaqué une autre personne et cette fois, la malheureuse victime est Daria. Elle a réussi à survivre, mais elle a été gravement blessée et est toujours dans le coma. Avant d'être attaquée, elle a réussi à envoyer un message à Harold, lui donnant la permission de faire une analyse cérébrale sur elle. Peu de temps après, Eshika est en réunion avec tous les chefs de service et le président est convaincu que l'attaque contre Daria est liée à l'incident de Pittsburgh qui a entraîné la mort de la femme de l'inspecteur Sozon, mais les autres ne pensent pas qu'il y ait un lien. Le chef s'adresse à l'inspectrice Totoki et lui dit que si Harold est coupable de cet incident, ce sera un désastre pour les relations publiques lorsque le public découvrira que l'androïde impliqué dans la résolution de cette affaire est le même modèle que Steven qui a attaqué un humain au début de cette année. Il demande que Totoki désactive Harold immédiatement. La demande est scandaleuse, alors Eshika s'apprête à dire quelque chose, mais Totoki dit qu'il s'en occupera personnellement. Puis elle dit au président qu'il est fou s'il pense qu'elle désactivera Harold alors qu'il n'a rien fait de mal. Mais le président rappelle à tout le monde qu'Harold est le premier de la dernière génération d'intelligence artificielle, donc il est capable de penser par lui-même et a le libre arbitre d'agir comme il le souhaite. En ce qui concerne le cas de Steven, il s'est avéré que son système avait été modifié par un programmeur nommé Elias. Ils pensent qu'Elias est très probablement impliqué dans cet incident, mais ils veulent quand même qu'Harold soit désactivé par mesure de précaution. Isiko n'arrive plus à se taire, alors elle leur dit que le département ne peut pas se permettre de perdre Harold, car c'est le seul qui arrive à la suivre. Elle a essayé de s'associer à un assistant humain, mais ils ont tous fini comme des légumes. Se débarrasser de Harold entraverait gravement le fonctionnement du département de cybercriminalité, donc Harold ne peut pas être désactivé. Le président veut qu'Eshika s'occupe des enquêtes sur les attaques contre les androïdes et la meilleure chance qu'elle a de trouver une piste est d'exécuter une connexion dans le cerveau de Daria afin de pouvoir découvrir qui lui a fait ça. Daria est toujours dans le coma, mais elle a déjà donné son consentement. Ses fonctions vitales sont stables, donc le médecin leur donne le feu vert pour commencer l'exploration du cerveau. Eshika connecte alors un câble entre elle et Daria et remet l'autre câble à Harold, afin qu'ils puissent tous les deux entrer dans le cerveau de Daria. Eshika voit Daria et il semble qu'elle souffre beaucoup, alors elle doit se dépêcher et trouver les souvenirs de l'accident. Elle finit par trouver les souvenirs pertinents et alors que Daria marchait dans une ruelle, elle s'est retrouvée face à un homme encapuchonné qui l'a ensuite poignardé dans le ventre sans raison et s'est enfuie. Avant que Daria ne s'évanouisse, elle a bien vu le visage de son agresseur et il ressemblait exactement à Harold, mais elle pouvait dire que ce n'était pas lui, alors dans ses derniers instants de conscience, elle a envoyé un message au vrai Harold et lui a demandé de faire une plongée cérébrale sur elle. Après avoir obtenu toutes les informations nécessaires, Harold sort Eshika de l'immersion pour la sécurité de Daria. Eshika est certaine que le coupable est un androïde et il est évident que l'androïde en question était Marvin, mais Harold ne le pense pas, car Marvin a un grain de beauté sur la joue gauche, mais l'agresseur n'en avait pas, donc il ne peut pas être lui. Cependant, il est possible que Marvin ait couvert son grain de beauté avant l'agression. Il n'y a pas grand-chose sur quoi travailler pour le moment, mais ils ont trouvé un indice important, car le couteau que l'agresseur a utilisé pour poignarder Daria avait un logo sur le manche et ce logo les mènera certainement à l'identité de l'agresseur. Le lendemain, Harold et Eshika sont à la recherche d'indices ensemble, lorsqu'Harold apprend que Nikolai vient d'arriver en ville. Eshika lui demande qui il est et il explique que Nikolai est le beau-frère de Daria, qui, après avoir entendu parler de l'incident, a décidé de venir s'occuper d'elle à l'hôpital. Harold veut remercier Eshika car il a entendu dire qu'elle l'avait défendu lors de la réunion où le président a suggéré de le désactiver. Eshika dit qu'elle n'était pas la seule à le défendre, car Totoki était également contre la désactivation, mais le fait qu'Eshika soit de son côté rend Harold vraiment heureux, ce qui prouve qu'elle tient au moins un peu à lui. Il lui demande si elle commence enfin à s'attacher à lui, même s'il est un androïde, et elle répond que cela ne signifie pas qu'elle partage ses sentiments. Pour en revenir à l'affaire, l'emblème qu'ils suivent s'est avéré être le blason de l'université d'Elphiston et le couteau était un cadeau offert à tous les étudiants qui obtiennent leur diplôme. Cela signifie que l'université est en quelque sorte liée aux attaques des androïdes et qu'il y a donc quelqu'un à qui ils doivent parler. Ils doivent interroger la meilleure chercheuse de Nova Robotics et la personne qui a pratiquement créé à elle seule le système à partir duquel tous les androïdes ont été programmés, à savoir Lexi Willow Carter. C'est la fin de la première épisode. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.